François Bon, 1925-2025, un an avec le carnet de Howard Phillips Lovecraft. Vous pouvez décliner sur la vidéo toute la playlist depuis le 1er janvier. On n'a pas manqué une journée, sauf quand Lovecraft lui-même joignait dans son petit carnet de 1925 deux petites cases en une seule, mais il ne nous offre pas si souvent des vacances. Aujourd'hui, 31 mars, on y va de suite. Ordi, on est dans la dernière semaine de mars avec le début avril qui tombe demain mercredi, puisque pour eux c'est mardi, même si pour nous c'est lundi. Vous suivez? Ben oui, on est pile à 100 ans de décalage, mais ça fait une journée de décalage dans la semaine. On sait par la lettre qu'il en a beaucoup marre parce qu'il a acheté la dernière fois une bouteille d'encre pour son stylo plume qui ne lui convient pas, qui est un peu épaisse et trop pâle. Et il est content parce qu'il arrive à la fin de la dernière bouteille. Et oui, on retrouvera une belle encre noire tout bientôt, là, à partir du 10 avril. Mais il n'y a pas de raison de gaspiller. Il s'énerve dans les lettres, mais dans le carnet, ça fait rien. Nous voici donc mardi 31. Il a passé toute la nuit à écrire, Stay Up. Qu'est-ce qu'il fait dans la matinée? Il continue, cette fois en écrivant à Sonia, son épouse, qui est à Saratoga pour quelques semaines. Elle revient bientôt, on aura plus de précisions sur ce qu'elle fait là-bas. Ensuite, mail, on allait poster la lettre. Oui, on peut supposer ça, c'est pas si difficile. Plus Weird Tales, c'est pas souvent qu'on a la mention de Weird Tales directement dans le carnet. On peut supposer tout simplement que, puisqu'on est le 1er avril, le nouveau numéro de Weird Tales, ça y est, il est en kiosque et que Lovecraft, c'est un rituel auquel il ne dérogera jamais, va l'acheter, même s'il n'y a pas de texte à lui dans ce numéro d'avril. Ça reviendra un peu plus tard, mais il y a un texte de son copain C.M. Eddy de Providence, et les textes de C.M. Eddy, toujours il les révise, lui et Lovecraft ensemble, donc c'est une des raisons parmi d'autres, mais même de toute façon il lit Weird Tales chaque mois. Weird Tales est arrivé, j'avais juste à lire un peu plus. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, on continue d'écrire. Là, cette fois, à la tante Annie Gamwell, 3 et 2, 5 bifures. Ça veut dire qu'il est depuis 5 jours sur cette lettre. Mais on arrive à la fin de la matinée, même s'il n'a donc pas dormi depuis plus de 24 heures. On descend à Manhattan. Descend à Manhattan, oui, puisqu'il est Brooklyn Heights et que Manhattan c'est beaucoup plus bas, mais il dit quand même up to, je me rends chez Sony, et donc chez les Belknap Long qui habitent eux dans Manhattan. On va déjeuner très bien, il va nous le dire. On travaille ensemble à une histoire, justement un texte que bientôt Belknap Long va publier lui aussi dans Weird Tales. Et on va aller voir, ce sera la dédicace du jour, l'événement du jour, The Last Laugh, un film, donc le dernier homme en français, Der letzte Mann en allemand, mais en américain, The Last Laugh, le dernier rire. Retour à la maison, lire et quand même une nuit sur deux, dormir. On va de suite voir le petit PDF tel que je m'en suis arrangé. Ouf, on reprend les lettres à la tante Liliane. Et dans cette lettre du 2 avril, donc après demain, il parle de beaucoup de choses, des choses qu'ils ont entre eux, en particulier les problèmes d'yeux de la vieille dame. Et puis, sur les 2/3 de la lettre, et maintenant, and now, maintenant, le journal.
ce qui nous confirme que cette correspondance à ses tantes, soit à Liliane, soit à Annie, elle a pour lui une fonction extrêmement importante de tenue de journal. C'est un journal, on le tient pour soi, et que le petit carnet de 1925 sert précisément de repère, de préarchive pour rédiger ce qu'il en reprendra dans la lettre. Et c'est normal, puisque tous les jours, il y a des petits détails, il y a des petites choses qu'on peut oublier ou ne pas savoir si on l'a fait tel jour ou tel autre. Et maintenant, le journal, et il nous dit, le journal qui s'est terminé, je crois, et là cette fois, voir la lettre à Annie Gamwell, donc précisément la lettre qui est évoquée là, ce 31 mars, juste au moment où je me rendais chez Sonny mardi midi. On a bien la confirmation explicite que dans cette suite de lettres envoyées soit à une tante, soit à l'autre, qu'on vient de voir s'écrire le 31 mars, on a chaque fois un dépli de ces journées. Et là, ça fait quasiment 6 semaines qu'on n'en a pas bénéficié. Il a fallu marcher à tâtons, bien des fois sans autre repère. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il nous déplie ? Eh bien, ça y est, on recolle. Il descend chez les Belknap-Long. Sonny, c'est Frank Belknap-Long, qu'il appelle fiston. J'y suis allé, j'ai bénéficié d'un excellent déjeuner. Ça, c'est fréquent, Belknap-Long en parle aussi. Entendu une nouvelle histoire, c'est-à-dire que ce est un poème en prose, c'est-à-dire qu'effectivement, Belknap-Long lui lit le récit sur lequel il travaille, plus un poème en prose, puis je l'ai accompagné ainsi que sa mère au cinéma de la 95e rue. Tout d'un coup, par exemple, arrive l'adresse où nous avons vu ce film allemand dont on a beaucoup parlé, parce qu'il est sorti en novembre dernier. En janvier, il y a eu la recension dans le New York Times. On l'avait reprise, là, nous, dans le PDF. Donc, vous la retrouverez dans les compiles mensuels. Et puis, au terme là, du parcours, évidemment, dans la compile générale, on fera des index avec tout ça. C'est pas... Là, pour moi, c'est vraiment le rouage en ce moment. C'est avancer au jour le jour, décrypter, piocher, organiser. Il y a chaque fois des erreurs qui viennent à rectifier, des précisions, et c'est difficile de reprendre la totalité. Donc évidemment, cette année, ce travail qu'on fait en direct ensemble tous les jours, ouais, on est 110, et super de pouvoir là en parler ensemble et bénéficier de tous ces retours. Mais moi, j'aurais pas fini le boulot au 6 janvier 2026. Il y aura tout ça à coordonner, reprendre. Alors, le dernier homme, The Last Calf, comment il en parle à sa tante Lovecraft ? Il s'agit d'une nouvelle très puissante et pathétique. Ça veut dire qu'il a marché à bloc. Présentée d'une manière très artistique. Ça, c'est bizarre, parce que c'est pas très artistique. Oui, on est dans une œuvre d'art. C'est clair, c'est net. Mais non, c'est... le cinéma, quand il vient là dans les zones qui sont celles de la littérature, il peut être très artistique. Ça, c'est important, juste comme petite nuance. Semi-impressionniste, ouais, pourquoi pas, d'un pauvre vieux portier que là, je réduis au niveau de nettoyeur de toilette d'un hôtel dans le sous-sol. L'ironie est forte mais subtile. L'ensemble mérite bien le panégyrique critique qu'il a reçu. Après le spectacle, Theobald T. retire. C'est lui qui signe pour sa tante Grandpa Theobald. Theobald est rentré chez lui pour lire, puis dormir. Il s'est levé tard le lendemain. Probablement qu'il fallait se retrouver la lettre, le journal de la lettre manquante, absente, pour que dans la lettre à Annie, on en sache plus sur le voyage de Kirk, quoi qu'il en parle un petit peu dans cette lettre. Alors, il manque une chose là, non ? Vous trouvez pas qu'il manque une chose ? Ben oui, le film, c'est un film de Murnau. Murnau, c'est pas rien dans l'histoire du cinéma. Mais pour Lovecraft, on parle du film,
On parle de la rue où il y a le cinéma, on parle de avec qui on y est allé, on parle de l'histoire, mais le réalisateur, non, ça compte pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est une nouvelle présentée d'une manière très artistique. Le cinéma doit conquérir son instance, sa propre instance esthétique en tant que discipline artistique. Alors je ne veux pas surcharger ça, mais important quand même de le souligner. Alors The Last Lauf, on trouve plein de copies écran. Qu'est-ce qu'il y a de magique dans ce film? L'histoire. L'histoire, lui, il nous l'a résumé, là, il nous a fait un pitch en 3 lignes. Peut-être que là, en prolongement de ce journal, vous le trouverez sur YouTube facilement, The Last Lauf. C'est muet, de toute façon. Qu'il soit allemand, français, en anglais, ça ne change rien. C'est une histoire, un récit par image. Ce contre quoi protestera Artaud quand le cinéma deviendra parlant. Dire, ouais, ce n'est plus que du théâtre filmé. L'art du cinéma, c'est comment les images peuvent fabriquer un récit. Alors, on a, oui, la trame d'une fable, d'une tragédie sociale. On voit ce vieil homme en uniforme prestigieux dans un grand hôtel, mais il est de plus en plus, évidemment, il est âgé, il y a une révolution dans l'hôtel. On met un nouveau jeune chasseur avec l'uniforme, et puis lui, on l'installe dans les toilettes, gardien des toilettes. Quel déclassement! Cet homme-là, pathétique, habite, et ça, c'est pour moi le plus merveilleux du film, Murnau recrée tout un intérieur de cour d'immeuble à New York. Et cet intérieur de cour d'immeuble, c'est les étages, c'est les lumières, c'est la promiscuité, c'est les escaliers, c'est les croisements incessants. Là, on est vraiment dans le New York de 1925, même si c'est évidemment un décor. Et cet homme-là, quand il revient de son hôtel avec son uniforme, tout d'un coup est dépourvu de tout son prestige. Donc il met l'uniforme à la consigne de la gare, il passe à la gare, il reprend l'uniforme pour rentrer dans la cour d'immeuble et la traverser avec la dignité qui a toujours été la sienne au milieu de toute cette misère. Sauf que quand ça s'apprend, on se moque de lui. Et c'est évidemment la déchéance, sauf que là, évidemment, je ne veux pas spoiler, mais bon, entre nous, ça n'a pas d'importance. Un millionnaire, comme ceux qu'on croise là dans le New York Times tous les jours, a indiqué dans son testament que sa fortune appartiendrait à qui serait présent lors de son dernier soupir. Et le pauvre, il meurt où? Croyez-le, dans les toilettes de l'hôtel. Ce qui fait que notre vieux bonhomme hérite, là, tout d'un coup, d'une fortune imprévue et retrouve évidemment ce prestige. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer cet argent à tous ceux qui se sont moqués de lui. La fable est merveilleuse. Et à quoi il faut penser aussi, en rédigeant le petit texte que je mets avec chaque fois dans ce PDF, vous connaissez la musique d'Eric Zahn, ce texte est plus magnifique de Howard Phillips Lovecraft. Ces films muets sont accompagnés chaque fois sur une estrade de musiciens dans le plus simple appareil d'un pianiste, d'un orchestre. Mais Eric Zahn, il gagne sa vie en jouant lui-même là de sa viole, en tout cas dans une formation comme ça. Et on peut très bien imaginer que un des musiciens qui accompagne la projection du film habite lui-même dans cette misère de la cour d'immeuble et qu'il ressemble comme un frère à Erich Zahn, mais ça c'est une projection, c'est un lien qui est un petit peu gratuit, mais profitez, puisque pour une fois, vous allez pouvoir regarder aujourd'hui, en le pêchant sur YouTube ultra facilement, The Last Lauf, cette merveille de Murnau, en même temps que Lovecraft la découvre. Avec des lieux qui sont les siens au quotidien, puisqu'on voit par exemple Grand Central, on voit tous ces trajets de rue la nuit,
Et être bien conscient aussi que Murnau, ce film est une rupture esthétique. Le vieux bonhomme, quand il est sous dans sa déchéance, eh bien la caméra est tenue à la main. Quand on entre là dans la cour d'immeuble, il pose la caméra sur une bicyclette. Donc c'est l'invention d'une caméra mobile pour renforcer les impressions subjectives. Si vous reprenez quelques éléments comme ça, vous regarderez autrement la fable de Murnau. Dans le New York Times, on va aller le voir, mais juste avant, c'est que tous les jours, je traduis un petit article. Le petit article que j'ai choisi, c'est un tout petit entrefilet qu'on a comme ça, quelque part dans la 3e page. Boy gets $10 found. Je vous le lis. New York Times, 31 mars 1925. Frank Rosiello, âgé de 10 ans, domicilié au 312 de la 12e rue Est. Toujours, on a dans le New York Times les noms, les adresses. Accompagné de son frère John, 11 ans. Le petit gamin vient avec le grand frère. S'est présenté hier à l'agent Murray, responsable du bureau des objets trouvés au quartier général de la police. Je suis le petit garçon qui a trouvé un porte-monnaie avec $10 et un trousseau de clés sur la 9e rue, a-t-il annoncé. Il y en avait 19 des clés en plus. Un gros trousseau de clés avec un genre de porte-monnaie et dedans il y avait $10. Le policier du commissariat de la 5e rue m'a dit que si personne n'était venu le réclamer dans 6 mois, il serait à moi. Cela fait 6 mois. Est-ce que l'argent est à moi ? Il l'était, mais avant qu'il puisse être remis à Frank, sa mère dut se présenter pour signer le reçu. On délivra alors aussitôt l'argent à Frank, qu'il remit à sa mère, laquelle dit qu'elle le dépenserait en une paire de nouvelles chaussures pour Frank et pour John, un chapeau neuf pour leur sœur Mary, et un repas de fête pour toute la famille, qui inclut leur père, invalide. Tout ce qu'on peut faire avec $10. Voilà. Évidemment, le New York Times, c'est toujours un petit côté paternaliste à toujours nous présenter ces petites histoires si touchantes d'humanité. Oui, mais évidemment, c'est touchant d'humanité. Mais c'est ce New York aussi populaire, amical, fraternel, là, qui enveloppe Lovecraft, Kirk, Loveman et les autres. Alors maintenant, un tout petit tour, on le fait dans le journal. New York Times, 31 mars 1925. On a toujours beaucoup de faits divers, toujours de choses qui tiennent à cette laborieuse fin de la prohibition, laborieuse et violente, avec des coups de pistolet, des raids, des morts tous les jours. Ça serait un petit peu ennuyeux à suivre en permanence. Toujours cette histoire d'exhumation de corps à Chicago qui n'en finit pas, avec des contestations sur ces gens ont-ils été empoisonnés ou non, sur des cadavres de 6 mois. Hier, vous vous souvenez de ces 2 aviateurs partis photographier et cartographier les zones les plus marécageuses et perdues de la Floride et dont l'avion a disparu dans les Everglades. Les recherches aujourd'hui vont se terminer. On ne les a pas retrouvés et c'est comme si on avait la entrée directe dans la triste réalité, ce qui reste menaçant et glauque dans l'appel de Cthulhu, avec ces cérémonies qui se passent là aussi dans ces mystérieux marais, même si lui les met un petit peu plus loin vers la Louisiane. Une belle publicité, pourquoi ? C'est les établissements Warlock, des vêtements, grande boutique qui s'est étendue, c'est-à-dire qu'ils ont pris les 2 étages supérieurs et ont transformé leur magasin de rez-de-chaussée en magasin à 3 étages. Et c'est juste en face, c'est facile à trouver, c'est en face la grande bibliothèque, la Public Library sur la 5e avenue. Qu'est-ce qui distingue là les marches de la Public Library, où vont si souvent Lovecraft et les autres? C'est les 2 lions qui sont de chaque côté de l'entrée. Donc là, on voit bien qu'on y est juste sur la 5e avenue en face. Là. Et qu'est-ce qu'on a fait pour cette publicité là, une pleine page dans le Times? Eh bien, on a demandé à un artiste, un dessinateur, de nous croquer sur le vif, là, cette 5e avenue, dans la journée, avec les bus à étage et leurs petits escaliers, les voitures qui s'arrêtent, les piétons et la suite des chapeaux. Et ces petits documents-là, pour moi, ça vaut largement les photographies
Un autre article qui m'a semblé intéressant, bon, c'est juste comme ça, c'est nos petits marqueurs, ces suites de petits marqueurs. C'est Barnum associé à deux autres grands cirques, ces cirques-là, qui sont l'hiver à New York, en tout cas Barnum produit son spectacle au Madison Square Garden, et puis ensuite l'été on part en tournée dans les États-Unis. C'est évidemment une industrie majeure. On a décidé que les fauves, les animaux sauvages, on les montrerait toujours dans les ménageries, et ces grandes scènes avec les tunnels, les bêtes qui sont harcelées pour se jeter là dans cette cage au milieu de la scène, et le dompteur qui arrive avec son fouet, qui met sa tête là dans la gueule des lions. Non, parce que c'est dangereux pour les enfants. Probablement, il y a eu des accidents, on ne nous en parle pas. Mais aussi, les protestations du public viennent de ce que c'est cruel envers les animaux. Je ne m'attendais pas à ça en 1925. Et savez-vous quoi? L'exemple qu'on choisit, c'est un guépard noir, un jaguar noir. Et comment il s'appelle, le jaguar noir de Barnum? Il s'appelle Nigger. Et oui, dans la ménagerie, on a aussi évidemment beaucoup de choses qui tiennent un peu de la fête foraine. Par exemple, vous savez que l'actrice Sarah Bernhardt, une des plus illustres mondiales, on avait dû l'opérer de la jambe. Eh bien, la jambe de Sarah Bernhardt, dans le formol, elle est exposée aussi, tout près de Nigger, le jaguar, dans la ménagerie du Barnum Circus. Alors, c'est une myriade de petits entrefilés au carré, ce New York Times, et chaque jour en faire un petit peu collection. Once American flag raised over land near North Pole. Donald Macmillan, explorateur de l'Arctique, a rencontré hier le président Coolidge et lui a dit que la façon dont le Danemark avait mis le pied sur le Groenland, ou avait mis le pied au Groenland, de cela pouvaient résulter des problèmes au cas où les États-Unis voudraient y créer une zone d'atterrissage pour les avions, une base aérienne dans la région. Tiens donc, en 1925. Alors M. Macmillan a décidé que la prochaine expédition arctique, s'il avait l'accord du président Coolidge, il irait planter le drapeau américain sur la banquise pour dire « c'est à nous ». Ça bouge pas vite le monde. Et ce tout petit articulé, la France parce que Irène Curie, la fille de Marie Curie, vient de soutenir sa thèse à la Sorbonne, recherche sur les rayons alpha du polonium, oscillation de leur trajectoire, vélocité initiale et effet ionisant. Et la thèse de Irène Curie est dédiée à ma mère et professeur Marie. Et Marie Curie, pour bien montrer que sa fille ne devait son travail, sa science, qu'à elle-même et pas au nom qu'elle porte, n'est pas venue assister à la soutenance. Il y a un autre petit carré comme ça, aussi sur la France. On est à Strasbourg, à Merlebach. Le jeudi précédent, 54 mineurs ont été tués. Bien sûr, ils sont chacun enterrés dans leur village d'origine, mais on fait une grande cérémonie avec le curé de ce Merlebach où il y a eu l'accident et l'évêque de Metz. Et 40 000 personnes assistent à la cérémonie d'hommage avec les catafalques de 30 mineurs sur les 54 morts. Qu'est-ce qui choque? Le nombre de drapeaux rouges dans le cortège. Une autre belle publicité pour finir, c'est la marque Buick qui nous dit que plus d'1 million de personnes maintenant roulent en Buick et présentent un dessin technique. Leur réservoir, l'essieu arrière, et l'essieu arrière, c'est l'essieu moteur avec le gros cardan ici au milieu, et une nouvelle combinaison de ressorts de suspension. C'est quand même rare dans un journal comme le New York Times qu'on ait un dessin technique vous exposant essieu, cardan, suspension. Non? À demain. Et bien sûr, prenez le temps d'aller
cherchez The Last Laugh sur YouTube pour le voir en même temps que Lovecraft. Sacré bonhomme, Murnau. Mais nous on le dit, ouais, artiste.